Bon, on le voit tous en faisant l'épicerie, les prix qui grimpent, puis qui grimpent encore. C'est assez frappant, mais on oublie parfois que derrière chaque produit, il y a toute une histoire, un système hyper complexe. Oui, c'est vrai qu'on voit le résultat final sur l'étiquette, mais tout ce qui se passe avant, c'est souvent une boîte noire. C'est un véritable écosystème, en fait. Alors aujourd'hui, justement, on plonge au cœur de ça, le secteur bioalimentaire québécois. C'est clair que c'est un moteur économique super important, ça touche notre quotidien direct, mais c'est immense comme monde. Ça va de la ferme, ou même de la mer, jusque dans notre assiette. Puis pour s'y retrouver un peu, on s'est basé sur des chiffres assez frais, là, puis des analyses. Il y a notamment le profil sectoriel que l'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, puis le MAPAC ont sorti. Puis on a aussi regardé des recherches qui essaient de comprendre la structure économique, la fameuse question de où va l'argent, là, puis les défis comme les nouvelles technologies. OK, fait que notre mission, si on veut, c'est de brosser un portrait rapide mais clair de cette industrie-là. C'est quoi les gros morceaux, son poids économique réel, les enjeux du moment comme justement la répartition des revenus puis le rôle de l'innovation là-dedans. Fait qu'on commence par la base. Quand on parle de bioalimentaire au Québec, ça englobe quoi exactement? Bien, c'est un terme assez large, comme tu disais. Si on prend la définition officielle, ça couvre l'agriculture, évidemment, mais aussi les pêches commerciales, la culture, puis après ça, toute la transformation des aliments, des boissons, même le tabac, techniquement parlant. Ah oui, quand même. Oui, puis ensuite, ben, tu as la distribution, le commerce de gros, le détail, l'épicerie, là, et finalement, tout ce qui est service de restauration. Ça fait pas mal de secteurs différents sous le même parapluie. Ça donne une idée de l'importance économique, j'imagine. Une importance majeure, oui. Les chiffres de 2020 le montrent bien, même si bon, les méthodes de calcul peuvent varier un peu. On parle d'une contribution vraiment significative au PIB du Québec, puis énormément d'emplois dans toutes ces branches. Et un fait qui surprend souvent les gens, en 2020, le Québec avait un solde commercial positif de plus de 2 milliards de dollars pour le bioalimentaire. Attends une minute. Ça veut dire qu'on a exporté plus de produits alimentaires en valeur qu'on a importés? Ça va un peu contre l'idée qu'on dépend beaucoup des importations, non? Tire le secteur vers le haut qui sont, disons, emblématiques du Québec. Ah ben sans aucun doute, le laitier. C'est un pilier. Juste la fabrication de produits laitiers, là, c'était 6,5 milliards de dollars de revenus en 2020. C'est colossal. Pense au lait, au fromage, au yogourt. Difficile de passer à côté, c'est clair. Et après le lait, quoi d'autre? Le secteur porcin est un autre gros joueur très orienté vers l'exportation. Lui, les ventes de porc à l'étranger, que ce soit la viande ou les animaux, ça tournait autour de 2,1 milliards en 2020. Puis, évidemment, comment ne pas parler du sirop d'érable? Le classique. Le classique indétrônable. Le Québec est leader mondial. C'est une signature économique, culturelle. C'est fort. Et si on regarde du côté de l'eau, les pêches, l'aquaculture? Là, le point économique direct, si tu regardes juste la valeur des débarquements, c'est plus modeste. Là. Pour les pêches commerciales, c'était autour de 270 millions en 2020. Mais attention, là. Ouais. Faut pas juste regarder ces chiffres. Pour plein de communautés sur les côtes, en Gaspésie, sur la côte nord, aux îles, ces activités-là, c'est le cœur économique, c'est vital. Puis, elles ont leurs propres défis, genre la gestion des stocks, les changements climatiques qui affectent les eaux, l'aquaculture aussi se développe tranquillement en eau douce, surtout un peu en mer. OK, donc un portrait vraiment varié, mais ce qui ramène souvent le secteur dans l'actualité, et surtout ces temps-ci, c'est les prix. On voit notre facture d'épicerie monter, puis la question qui revient tout le temps, c'est « Hey, où va l'argent? » Est-ce que le producteur, au début de la chaîne, y envoie la couleur? C'est la grosse question, puis la réponse, c'est compliqué. Ce qu'on observe, puis c'est pas juste récent, là, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a un écart qui grandit entre le prix que nous, on paye puis ce que le producteur agricole reçoit. Historiquement, la part du dollar qu'on dépense en nourriture qui retourne à la ferme, elle a tendance à diminuer. C'est pas juste l'inflation du moment, c'est plus structurel que ça. Qu'est-ce qui cause ça, cette pression structurelle? Bien, un élément clé, c'est la concentration dans le commerce de détail. Au Canada, tu as une poignée de très gros joueurs, on les connaît, le Metro, Loblaw, Sobeys, puis il ne faut pas oublier Costco et Walmart, qui contrôlent une part immense du marché.
Ce pouvoir d'achat-là, ça leur donne une force de négociation énorme face à leurs fournisseurs, puis ça finit par se répercuter jusqu'aux producteurs à la base. OK, on le sent bien, ça, la concentration quand on fait nos courses. Mais est-ce qu'on a des outils pour y voir plus clair, pour savoir qui ramasse quoi dans cette chaîne de valeur? C'est là que c'est intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs. En France, par exemple, ils ont un organisme juste pour ça, l'Observatoire de la formation des prix et des marges, l'OFPM. Eux, ils font un travail de moine. Ils décortiquent filière par filière les marges brutes, c'est la différence entre le prix de vente et le coût d'achat à chaque étape. Puis ils essayent même d'estimer les marges nettes une fois tous les coûts payés. C'est hyper détaillé, mais ça demande beaucoup, beaucoup de données. Et les Américains y ont quelque chose. Oui, aux États-Unis, le USDA, leur ministère de l'Agriculture, a comme deux grandes approches. Premièrement, les price spreads. Ça, c'est un peu l'idée de suivre le prix d'un produit précis, mettons le bœuf haché, du magasin jusqu'à la ferme, pour calculer la part qui revient à l'agriculteur, le fameux farm share. Deuxièmement, ils ont la Food Dollar Series. Ça, c'est plus macro. Ça regarde le dollar alimentaire moyen dépensé par les consommateurs, puis ça le découpe pour voir combien il va à la ferme, à la transfo, à la distribution, au resto, mais aussi aux coûts comme les salaires, l'énergie, l'emballage, les importations. OK, deux façons différentes mais complémentaires d'essayer de comprendre. Et ici, au Québec, on a l'équivalent? Pas un observatoire public systématique comme en France qui ferait ça en continu pour toutes les filières. C'est très complexe à monter. Par contre, on voit des initiatives plus ponctuelles qui ressemblent un peu aux price spreads américains. Comme quoi, par exemple? Bien, les producteurs de lait du Québec, les PLQ, ils publient des fois des graphiques pour montrer la part qui revient aux producteurs sur le prix d'un œuf de lait ou d'une livre de beurre au détail. C'est ce genre d'infos-là. Ou encore, l'Union nationale des fermiers avait sorti un graphique assez parlant sur l'écart entre le prix du bacon en magasin puis le prix de la carcasse de porc à l'abattoir. Ah oui, je m'en souviens de celui-là. Oui, ça montrait que les deux courbes suivaient pas du tout la même tendance. Fait que ça donne des indices, des flashs, mais pas le portrait global en continu. D'accord. Mais il n'y a pas moyen d'aller plus loin? Bien, c'est là que ça devient vraiment prometteur. On a un outil statistique ici, géré par l'ISQ, qui s'appelle le Modèle intersectoriel du Québec, le MISC. Puis des recherches récentes, comme une étude de Rimouche et ses collègues en 2022, ont montré qu'on pourrait utiliser ce MISQ-là pour créer notre propre version du dollar alimentaire québécois. Un peu comme le modèle américain, mais peut-être même plus précis. Ah oui, et qu'est-ce que ça nous dirait de plus? L'étude de Rimouche a montré quelque chose d'assez fascinant. Avec le MISC, on pourrait voir où va l'argent, mais différemment selon le type d'aliment qu'on achète. Tiens-toi bien, si tu achètes des patates fraîches à l'épicerie, la part qui retourne à la ferme pourrait être proche de 50 50 %? Wow! Oui, mais si tu achètes des biscuits ou des craquelins, même s'ils sont faits au Québec, cette part agricole-là, elle tombe à moins de 10 Moins de 10. C'est fou comme différence. Ça change pas mal la perspective sur acheter local, ça. Absolument. Ça montre vraiment comment la transformation, la distribution, l'emballage, tout ça, ça vient prendre une part énorme de la valeur pour les produits plus transformés. Avec un outil comme ça, basé sur le MISQ, on pourrait voir pour différentes catégories, les fruits et légumes frais, les viandes, les produits laitiers, les plats préparés, quelle fraction du dollar va à la ferme, à l'usine, au distributeur, au restaurant, mais aussi combien va aux importations nécessaires pour faire le produit, combien va aux taxes, aux salaires dans sac maillon, à l'énergie. Ça donnerait une image beaucoup plus juste et nuancée de notre système. Ça semble hyper pertinent pour éclairer le débat public sur les prix, justement. Bon, si on élargit un peu au-delà des prix, c'est quoi les autres grands défis ou les grandes tendances qui brassent le secteur bioalimentaire et qui vont influencer son avenir? On entend beaucoup parler du manque de main-d'œuvre. Ah oui, ça c'est un enjeu majeur, là, la pénurie de travailleurs. Puis pas juste des travailleurs de base, là, des travailleurs qualifiés aussi, ça frappe partout. Dans les champs, dans les usines de transformation, même dans les services de soutien comme les vétérinaires, les agronomes. C'est un casse-tête énorme pour plein d'entreprises qui essaient juste de maintenir leurs opérations sans même parler de grandir. C'est majeur. Et à part la main-d'œuvre, Mais tu as les attentes des consommateurs qui changent tout le temps. On veut plus de qualité, on demande du local, on veut savoir d'où ça vient, comment c'est fait, la traçabilité, là. Puis évidemment, les gros enjeux de durabilité, d'adaptation au changement climatique, l'agriculture, les pêches, ils sont en première ligne là, face à ça. c'est dans ce contexte-là, plein de défis, qu'on commence à entendre parler de bioalimentaire 4.0. C'est quoi ça, au juste?
Essentiellement, là, c'est l'idée d'intégrer à fond les technologies numériques, l'automatisation, la robotique, puis l'intelligence artificielle, l'IA, dans toutes les étapes du secteur. Pense à l'agriculture de précision avec des tracteurs guidés par GPS, des capteurs dans les champs, la gestion de la ferme basée sur les données, la traçabilité avec la blockchain, des robots pour faire des tâches répétitives, des systèmes intelligents pour contrôler la qualité. Le potentiel a l'air immense, surtout qu'on dit souvent que le Québec est fort en IA. Ça pourrait vraiment changer la donne. Le potentiel est là, c'est sûr et certain, pour optimiser les rendements, réduire les pesticides, mieux gérer les risques, assurer une traçabilité parfaite, libérer les gens de tâches pénibles, améliorer la qualité. L'expertise québécoise en IA pourrait vraiment aider. Mais, il y a des mais. Ah, voilà les mais. C'est quoi les freins à cette belle révolution numérique? Il y en a plusieurs qui ressortent des études, comme un livre blanc récent de l'Obévia, l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'IA. D'abord, un truc tout simple, l'accès à Internet haute vitesse fiable. En région agricole, c'est encore un problème à plein d'endroits. Ah oui, encore et toujours. Oui, puis sans connexion stable, ben oublie ça, les objets connectés, le transfert de données en temps réel. Ensuite, le coût. J'imagine. C'est cher, ces technologies-là, à acheter, à installer, à entretenir. Pour une PME agricole, une petite usine de transformation, l'investissement peut être énorme, puis le retour sur investissement pas toujours clair au début. Puis après, tu as le casse-tête de l'interopérabilité. L'interopérabilité. En gros, faire que la machine de marque X puisse parler au logiciel de marque Y, que les systèmes communiquent ensemble. C'est souvent très compliqué. OK, des défis techniques et financiers. Puis du côté des gens, l'organisation? Bien, il y a un gros besoin de développer ce qu'on appelle la littératie numérique. Pas juste savoir cliquer sur un bouton, là. Comprendre comment intégrer ces outils dans le travail de tous les jours, comment interpréter les données que ça génère. Ça prend de la formation adaptée, de l'accompagnement sur le terrain. Les gestionnaires aussi doivent apprendre à gérer cette transformation-là. Puis ensuite, il y a le point névralgique. Les données. L'IA, ça mange des données, mais à qui elles appartiennent, les données générées sur la ferme ou dans l'usine? Comment on les partage de façon sécuritaire? Comment on se protège des cyberattaques? Puis surtout, comment on bâtit la confiance entre les entreprises qui sont parfois concurrentes pour qu'elles acceptent de partager certaines données pour le bien de tous, pour la recherche, pour innover. Ces questions de gouvernance des données, de propriété, d'éthique, c'est absolument central. On touche à quelque chose de fondamental, qui dépasse juste la techno. C'est une question de confiance, de vision commune. Tout à fait. La solution, ça ne viendra pas d'en haut, imposé. Les experts parlent plus d'un essaimage des innovations, comme une pollinisation, où les idées, les bonnes pratiques, ça se répand par la collaboration, par la co-construction entre tout le monde. Les agriculteurs, les transformateurs, les chercheurs, les développeurs de techno, le gouvernement. L'idée, c'est de bâtir ensemble pas juste notre souveraineté alimentaire, mais aussi notre souveraineté numérique dans ce secteur qui est tellement vital. Non, si on essaie de résumer un peu tout ça, là, le bioalimentaire québécois, c'est un géant économique, c'est sûr, mais c'est aussi un système hyper complexe qui fait face à de gros défis. Il y a la question des prix, de la répartition de la valeur qui est difficile, le manque de personnel, puis ce gros virage techno qui est nécessaire mais pas facile à prendre. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite, tout ça? Mais ça veut dire que le secteur est vraiment à la croisée des chemins. Il doit trouver un équilibre qui est vraiment délicat entre plusieurs objectifs qui peuvent parfois sembler s'opposer. Assurer une rentabilité correcte pour les milliers d'entreprises et de producteurs, garder les aliments à des prix abordables pour nous tous, puis en même temps intégrer les innovations technologiques qui sont devenues essentielles pour être plus compétitifs, pour être plus durables, plus résilients face aux changements climatiques ou aux crises économiques. Puis comment on trouve cet équilibre-là? Il y a une vaisseau magique? Ah, si seulement. Pas de magie, non. Mais une direction semble assez claire. Il faut plus de collaboration entre les différents acteurs de la chaîne, puis plus de transparence. Et au cœur de ça, il y a cet enjeu des données dont on parlait. Mieux les collecter, mieux les analyser, mieux les partager de façon responsable, sécuritaire, ça semble être la clé. Que ce soit pour comprendre où va l'argent, pour optimiser les pratiques ou pour inventer les solutions de demain, les données sont devenues comme le nerf de la guerre. Il faut trouver les bons mécanismes pour que ça profite à tout le monde. Voilà qui donne vraiment à réfléchir quand on pense à tout le parcours d'un élément, là,
de la production initiale jusqu'à nous, puis il y a cette fameuse part de la valeur qui revient à chacun, une part qui, on l'a vu, peut varier de 1 à 5 selon qu'on achète une patate ou un biscuit. Ça nous laisse peut-être avec une question à méditer. Quand on fait le choix d'acheter local, qu'est-ce qu'on soutient vraiment dans les différents maillons de ce système complexe? Une bonne question à se poser la prochaine fois qu'on pousse notre panier d'épicerie.